Imaginons un instant un philosophe. Le genre de figure mondialement célèbre pour avoir atteint un zen absolu, tu vois, une paix intérieure inébranlable. Ouais, le cliché du sage antique, quoi. C'est ça. Mais maintenant, imaginons ce même homme en train de hurler sur son ancien professeur de philosophie. Et il le traite publiquement de poumon marin. Ah oui, la fameuse insulte. C'est incroyable. Ça veut dire en gros une espèce de mollusque flasque gélatineux totalement dépourvu de cerveau, et il va même jusqu'à le qualifier de putain. Bon, c'est un point de départ plutôt inattendu, mais en fait, c'est ça le véritable visage d'Épicure. Ouais, l'anecdote est brutale, c'est clair. Et du coup, ça brise instantanément le mythe parce que, je veux dire, lorsqu'on évoque un mode de vie épicurien de nos jours, l'image qui surgit pour notre auditoire, c'est celle d'un banquet interminable. Exactement. Une espèce de quête frénétique, genre insatiable de tous les plaisirs physiques. Mais la réalité historique de cet homme, et surtout de sa doctrine, elle est à des années-lumière de cette caricature. Et c'est exactement pour ça que notre exploration d'aujourd'hui s'attaque à la racine de ce malentendu colossal, pour comprendre qui était vraiment ce penseur, avec ses colères volcaniques, mais son système super apaisant. On va s'appuyer sur une édition de référence, Tout à fait. le recueil Lettres, Maximes et autres textes d'Épicure, chez G.F. Flammarion. C'est traduit et analysé par Pierre-Marie Morel. Et donc, on a l'introduction académique, les fameuses lettres à Hérodote, à Pythoclès et Ménécée, plus les maximes capitales. Ouais, c'est vraiment le corpus essentiel. Et quand on rassemble tout ça, le tableau final, c'est pas du tout celui d'un glouton. C'est celui d'un théoricien impitoyable du juste calcul. Et pour vraiment saisir la puissance de ce calcul, tu sais, il faut planter le décor. Faut s'imaginer dans l'Athènes antique. Et loin, très loin de l'agitation politique de l'agora. Ouais, il aimait pas trop la politique, lui. Pas du tout. Il a fondé ce qu'on appelle le jardin. C'était une communauté fermée, super paisible. Imagine des bibliothèques remplies de centaines de rouleaux de papyrus. Des rouleaux dont certains ont d'ailleurs fini carbonisés par l'éruption du Vésuve, non? C'est ça. On en a retrouvé des siècles plus tard sous les cendres d'Herculaneum, c'est fou. Et bref, l'exploration de ces textes, elle nous révèle une mécanique intellectuelle où tout est imbriqué. C'est-à-dire? Chez Épicure, la physique avec les atomes, sa théorie sur comment on perçoit le monde et sa morale, en fait, ça forme un seul et même bloc. Le but unique de toute cette architecture, c'est l'ataraxie. L'ataraxie, la tranquillité absolue de l'âme, quoi. Exactement. Pour lui, une science qui n'apaise pas l'angoisse humaine, c'est juste parfaitement inutile. Bon, décortiquons un peu tout ça, parce que, avant même de regarder le contenu de cette science, il y a un mystère fascinant sur la forme de ces textes. Ah oui, sur la façon dont il écrivait. Ouais. Diogène Laërce, qui est un de ces grands biographes de l'Antiquité, il liste genre 41 titres d'ouvrages majeurs d'Épicure. Il avait apparemment rédigé un traité sur la nature qui était titanesque, divisé en 37 livres. 37, oui, c'est massif. Et pourtant, ce qui est arrivé jusqu'à nous, ça tient sur quelques dizaines de pages. C'est juste des brèves lettres et des maximes super courtes. On pourrait se dire, l'histoire a juste mal fait son job de conservation, tu vois. Ouais, on pourrait croire que c'est juste la faute du temps, la destruction a joué son rôle, bien sûr. Mais en fait, ce format hyper concis, c'est un vrai choix pédagogique. C'est délibéré de sa part. Ah bon? Ouais. Ces lettres, c'est ce que les Grecs appelaient des épitomées, des abrégés. Épicure, il voulait pas que ses disciples s'encombrent d'une érudition stérile, tu vois. Ce qui est fascinant ici, c'est qu'il pensait sa philosophie comme une médecine d'urgence. Une médecine d'urgence. Tout à fait. Et c'est là qu'intervient le concept de tupos. C'est une empreinte, une frappe, comme un seau qu'on enfonce dans de la cire. D'accord. Parce que pour les épicuriens, l'esprit, c'est pas un nuage abstrait, c'est complètement matériel. Donc les idées, en fait, ce sont des configurations physiques à l'intérieur de notre âme. Attends, c'est un peu comme s'il avait inventé le principe du fichier zip mental. C'est exactement ça. Genre, si quelqu'un est soudainement frappé par une grosse crise d'angoisse ou par la peur de la mort, il a matériellement pas le temps d'aller chercher le tome 14 de son encyclopédie pour se calmer. Non, il a besoin d'un truc immédiat. Voilà, il a besoin d'une anti-sèche cognitive, là, tout de suite. En compressant des années de recherche dans des formules choc, il s'assure que son disciple peut décompresser ce fichier zip mental, et hop, la pensée salvatrice est là. Et à la seconde même où la panique frappe, ouais. La mémoire, du coup, c'est pas juste un stock pour briller dans les dîners mondains, quoi. C'est un outil vital. C'est un bouclier physique contre la détresse. Ok, ça soulève une question super évidente. Si ces fichiers compressés sont censés nous rassurer en cas d'urgence, c'est quoi le contenu? Ouais,
On s'attendrait à quoi, selon toi? Ben, logiquement, à de la psychologie douce, tu vois, des mots réconfortants. Mais là, dans la lettre à Hérodote, paf, il nous jette de plein fouet dans de la physique pure. De l'astrophysique, presque. C'est clair? C'est là que ça devient vraiment intéressant. Il pose une règle absolue. L'univers entier est composé de deux choses, des atomes et du vide. Et tout ça, c'est infini. Ouais, un univers infini, sans centre, sans commencement, et surtout sans aucun architecte. Donc c'est comme une immense boîte de Lego. Exactement. Des mondes qui naissent et qui meurent, juste parce que ces particules se rendent dedans dans le vide. Il n'y a pas de providence, pas de destin, aucun grand plan divin caché derrière. Et même notre âme, elle échappe pas à ça. Non, l'âme, elle est matérielle aussi. Elle est faite d'atomes super subtils, un peu de la nature du vent ou de la chaleur, tu vois, qui sont tissés dans notre corps. Donc la mécanique, elle est impitoyable. Si l'âme, c'est juste des atomes tenus ensemble par le corps, le jour où le corps meurt, bah, les atomes de l'âme se dispersent dans le vide. Et c'est la fin. L'individu n'existe plus. Plus de capteurs pour sentir quoi que ce soit. C'est pour ça qu'il dit sa fameuse phrase « La mort n'est rien pour nous ». Mais franchement, l'idée d'un univers froid, aveugle, rempli de Lego qui se rentre dedans au hasard, en quoi ça peut calmer une âme angoissée, ça me... Je comprends, ça paraît flippant aujourd'hui. Mais pour comprendre le soulagement que ça apportait, faut se remettre dans la psychologie de l'Antiquité. Les gens vivaient dans une terreur permanente. La peur des dieux, quoi. Mais oui, un orage éclate, la foudre tombe, c'est Zeus qui est en colère. Une épidémie, punition divine. Ah ouais, la fameuse colère divine. Du coup, démontrer par la physique que la pluie ou les maladies, c'est juste des réarrangements mécaniques de matière, ça libère d'un poids de dingue. Les dieux existent, oui, mais ils sont dans des intermondes tranquilles. Ils s'en foutent de nous, en gros. Totalement. Ils sont parfaits, donc ils ont ni colère, ni ressentiment. La matière de l'univers est peut-être froide, mais au moins elle est neutre, elle nous en veut pas. Bon, ça c'est rassurant, mais il y a un autre problème du coup. Si le monde, c'est juste des milliards d'atomes invisibles qui tourbillonnent, nos yeux nous mentent en fait. Moi je vois pas d'atomes, je vois une table, un arbre, un micro. Ouais, Comment on peut faire confiance à la science si notre perception de base, elle capte pas la vraie réalité? Et c'est là qu'on aborde la canonique, non? La règle de la vérité chez Épicure. c'est ça. Et c'est vital, parce que si on doute de tout en permanence, l'ataraxie, la tranquillité, elle est morte. Le doute, c'est une torture. Ouais, clair. Du coup, Épicure tranche dans le vif. Il dit que les sensations sont le premier critère, le critère absolu de la vérité. Elles sont alogos, irrationnelles. Irrationnel donc quel sens? Dans le sens où la sensation, elle résonne pas. Elle n'a pas de mémoire. Elle fait juste enregistrer. Donc, par définition, elle peut pas mentir. C'est chaud à imaginer physiquement quand même. Comment ma table en atomes vient taper dans mes yeux sans mentir? Ah, ça, c'est la fameuse théorie des simulacres, les idolas. C'est l'idée que, en fait, les objets, ils pèlent en permanence. Il pèle? Genre comme un oignon? Un peu, ouais. Ils émettent des petites pellicules d'atomes super fines, des membranes invisibles qui gardent la forme et la couleur de l'objet. Et ces membranes voyagent super vite dans l'air et viennent taper directement sur ta rétine. D'accord, je vois. En fait, c'est comme le capteur brut d'un appareil photo numérique. C'est une super analogie, ouais. Le capteur, il fait qu'enregistrer les pixels de lumière mécaniquement. Il triche jamais. Mais du coup, d'où viennent les erreurs? Pourquoi des fois on voit un monstre dans le noir alors que c'est juste un manteau? Eh bien, l'erreur, selon lui, elle est toujours dans ce qu'il appelle l'opinion ajoutée. C'est ton logiciel de traitement d'image qui bug, en gros. Ah, ok. Mon cerveau rajoute un filtre. Exactement. Ta rétine capte bien une forme ronde et grise. La sensation est vraie. Mais ton esprit se précipite et se dit « Ah, c'est une tour de pierre ». Si tu t'approches et que tu vois que c'est un arbre, c'est pas la faute de ton œil, c'est ton raisonnement qui a été trop vite. C'est hyper moderne comme approche. Mais cela soulève une question importante du coup. Si on est juste bombardé de ces pellicules d'atomes, comment on crée des idées abstraites? Genre, comment un enfant comprend ce qu'est un cheval? Bonne question. Il n'a pas de dossier cheval dans le cerveau à la base. Voilà. Et Pierre-Marie Morel l'explique super bien dans l'introduction, c'est le mécanisme de la prolepsis, l'anticipation. En fait, l'enfant voit un cheval, ça fait une empreinte. Il en voit un deuxième, un troisième, et la répétition creuse un moule physique dans son âme. Ah, donc plus tard, il voit juste un bout de crinière de loin et clac, ça rentre dans le moule, il sait que c'est un cheval. C'est ça. C'est un empirisme hyper rationnel. Et cette humilité face aux sensations, je trouve ça génial, parce que ça s'applique aussi aux trucs qu'on ne peut pas toucher. Dans la lettre à Pythoclès, sur l'astronomie, il utilise la méthode des explications multiples. Ouais, parce qu'on peut pas aller vérifier sur la Lune, quoi.
Exactement. Tu vois une éclipse, tu peux pas savoir. Donc tant que ton explication physique contredit pas ce que tu vois sur Terre, tu l'acceptes. Que ce soit un objet qui passe devant, ou la Lune qui s'éteint temporairement, peu importe. Tant que tu ramènes pas la magie ou un dieu, c'est validé. C'est fou, hein. Le but, c'est pas d'avoir la carte parfaite du cosmos, c'est de tuer l'angoisse du surnaturel. Que le mythe seul en soi exclut, c'est sa règle d'or. Si l'explication te rassure, c'est gagné. Bon, alors, récapitulons. On a un filtre de vérité infaillible, les sensations. On a un univers sans Dieu vengeur et où la mort n'est qu'une dispersion. Alors, qu'est-ce que tout cela signifie au fond pour la vie de tous les jours? C'est là qu'on arrive à l'éthique, la fameuse lettre à Ménécée avec le tétrapharmakos, le quadruple remède. Ouais, l'ordonnance pour la vie heureuse. Douleur est facile à supporter. Ce troisième point, le bien est facile à acquérir, faut vraiment s'y arrêter. Parce que son idée du summum du plaisir, c'est défini par la négative, non? Ouais, c'est hyper contre-intuitif pour nous. Bah oui, pour lui, la joie max, c'est l'absence de douleur dans le corps, l'aponia, et l'absence de trouble dans l'âme, l'ataraxie. Mais du coup, c'est juste l'art de s'ennuyer sainement avec un bout de pain sec et un verre d'eau. C'est le gros malentendu, ouais. En fait, faut bien différencier deux plaisirs. Le plaisir cinétique, qui est en mouvement, genre boire quand t'as hyper soif. Le soulagement actif, quoi. Voilà. Et le plaisir acatescatesmatique, ça, c'est un plaisir d'état, stable. L'aponia, c'est pas l'ennui, tu vois. C'est, imagine que t'as eu une migraine atroce pendant 3 jours. Oh mon Dieu, l'enfer. Bon, à la seconde exacte où la migraine s'arrête, tu ressens quoi? Ah, une euphorie totale. Je me sens revivre, littéralement. Bah c'est ça. Cette plénitude du corps qui fonctionne parfaitement et qui demande rien de plus. C'est cet état que le sage veut maintenir. Ok, je comprends mieux. Et pour maintenir ça, il faut faire le tri dans ses désirs avec une diététique stricte. Oui. Et si l'on relie cela à la vision d'ensemble de sa physique, c'est très logique. Il classe les désirs en 3 catégories. Les naturels et nécessaires, genre manger du pain quand t'as faim, ça, tu y vas. Les naturels mais pas nécessaires, comme les plats super luxueux ou le sexe, ça faut faire gaffe. Beaucoup gaffe, ouais. Ça crée vite de la dépendance. C'est ça. Et enfin, les désirs vains. La gloire, la richesse, l'immortalité. Ça, il faut les fuir comme la peste. Parce que c'est des puits sans fond, tu peux jamais être rassasié. Et pour gérer tout ça, le texte parle du raisonnement sobre. Le sage, c'est pas un moine qui se flagelle, hein. Il aime un bon repas de temps en temps. Mais il calcule. C'est la fameuse vertu de prudence. C'est-à-dire qu'il s'interdit une deuxième coupe de vin ce soir, pas par morale coincée, mais juste pour éviter la gueule de bois atroce du lendemain. Exactement. Un choix mathématique pour protéger son confort futur. Sauf que c'est hyper égocentrique comme approche, non? Si mon seul but c'est d'éviter d'avoir mal, qu'est-ce qui m'empêche de voler ou de mentir si ça me rapporte un gros avantage matériel là tout de suite? C'est une excellente remarque. Et sa réponse, elle est d'un pragmatisme chirurgical. La justice en soi, dans les heptomes, ça n'existe pas. C'est juste un contrat social, quoi. Exactement. Un contrat pour pas se nuire. Mais pourquoi le sage ne vole pas? Pas parce qu'il a peur d'aller en enfer, mais parce que s'il vole, il va vivre avec la peur constante de se faire choper. Ah, la paranoïa. Voilà. Et la paranoïa, ça bousille complètement l'ataraxie. Donc le coût psychologique d'un crime est toujours plus lourd que son bénéfice. C'est pour ça qu'on est juste, en fait. C'est un calcul de rentabilité mentale. C'est fascinant. Mais du coup, au milieu de ces contrats très froids, la façon dont il parle de l'amitié, c'est une vraie anomalie, non? C'est peut-être la plus belle partie de sa doctrine, ouais. Parce qu'au début, l'amitié, il dit que c'est utile. On s'associe pour se protéger. Le fameux hack pour survivre. Mais très vite, il dit que le sage est prêt à subir la torture ou même mourir pour son ami. C'est le paradoxe ultime. Dans un monde où tu n'as qu'une seule vie matérielle, tu la sacrifies pour quelqu'un d'autre. L'ami devient littéralement une extension de toi-même. C'est dingue. Il célébrait même la mémoire de son ami Métrodore tous les 20 du mois. C'est ce qui rend le jardin si subversif à Athènes. Les stoïciens à côté ils disaient qu'il fallait faire de la politique, s'engager. Le devoir civique, quoi. Ouais. Épicure, lui, il dit « fuyez ça, ça n'amène que du stress ». Il crée une bulle, une mini-société hyper soudée, où même les esclaves et les femmes sont acceptés, ce qui était rare. Incroyable. Et cette loyauté transcende totalement l'égoïsme de départ. Franchement, quand on prend un peu de recul, je trouve le contraste avec notre époque super saisissant. Aujourd'hui, avec l'infobésité, l'anxiété chronique, on fait que de rajouter des opinions fausses sur tout ce qu'on lit. On s'emballe sur la moindre information, ouais. Et ces abrégés, avec sa hiérarchie des désirs, c'est pas juste un truc poussiéreux. C'est un vrai manuel de survie psychologique pour ralentir. Une méthode de décélération radicale.
Se couper des désirs vains que la société de consommation nous impose. Exactement. Revenir à l'absence de douleur et à l'amitié. Mais il y a quand même une dernière faille vertigineuse dans tout ça. Ah! Laquelle? Si on est vraiment, purement, que des milliards d'atomes aveugles qui obéissent aux lois de la physique, d'où elle vient cette prudence? Le libre arbitre. Bah oui. Comment un tas de matière mécanique peut soudainement hésiter, calculer, refuser un plaisir ou, pire, choisir de mourir pour un ami? C'est vrai que c'est le gros défi de son système. Et c'est là qu'intervient son coup de génie. Le clinamen, la déclinaison. C'est-à-dire, En gros, si les atomes tombaient juste tout droit dans le vide indéfiniment, il ne se passerait rien. Jamais. ils se croiseraient sans se toucher. Voilà. Alors Épicure postule que, à un moment indéterminé, un atome dévie. Imperceptiblement. Une toute petite anomalie de trajectoire. Un bug dans la matrice atomique. C'est ça. Et cette microscopique liberté de la matière, ça provoque des collisions en chaîne, et c'est ce qui fonde notre liberté morale à nous. L'esprit humain, c'est cette déviation. Une petite embardée dans le noir absolu qui crée la conscience. C'est fou de se dire que le mollusque, le fameux poumon marin de son maître, c'est juste celui qui se laisse couler dans le déterminisme. Alors que le sage, il prend le volant de sa propre trajectoire, oui. Eh ben, c'est une pensée fascinante. Je trouve que c'est une faille ou un triomphe de l'esprit, selon comment on le voit, qui laisse vraiment de quoi méditer. Définitivement de quoi nourrir de longues réflexions silencieuses. Exactement. Allez, on va s'arrêter là-dessus. À très vite pour une prochaine exploration.